Bonjour, les personnes handicapées sont peu visibles et de moins en moins visibles dans les médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient de rendre public ces chiffres du baromètre de la diversité sur l'écran. Et pour le handicap, ces chiffres sont mauvais. Nicolas Barille. Les personnes handicapées ont toujours été peu visibles dans les médias et ça ne s'arrange pas. En 2017, elles ne sont que 0,6% à être présentes sur les écrans de la télévision, ce qui signifie que quand vous regardez 100 personnes, il n'y en a même pas une qui a un handicap. 0,6%, c'est encore plus mauvais qu'en 2016. Le taux avait connu alors un timide bond à 0,8% grâce à la diffusion des Jeux paralympiques de Rio. 2017 marque donc un net recul de cette visibilité des personnes handicapées. C'est inacceptable, affirme Sophie Cluzel. Sur son compte Twitter, la ministre du Handicap invite les chaînes de télévision à changer leur regard sur le handicap. À vous de jouer les médias. Du côté du CSA, la conseillère Maimouna Interman constate qu'il reste beaucoup à faire, même si les représentations des autres minorités ont-elles progressé. Toute la France doit se mobiliser, urgence, dit-elle sur Twitter. C'est aussi ça, la résolution de cette nouvelle année 2018. Et vous retrouvez tous ces chiffres sur le www.vivrefm.com. Des chiffres également avec la fréquence des troubles du spectre de l'autisme qui n'augmente plus aux États-Unis. Le chiffre était exponentiel, il arrête d'augmenter, c'est en tout cas ce que révèlent les résultats d'une enquête menée par les chercheurs de l'Université de l'Iowa et publiée la semaine dernière. Les explications avec vous, Brian Ferreira. Le pourcentage de personnes autistes de la population américaine a tendance à stagner depuis 2014. C'est le principal enseignement d'une enquête menée par des universitaires et publiée dans le Journal of the American Association, le JAMA, de 2,24% en 2014 à 2,58% en 2016, une augmentation apparente qui tiendrait plus à une différence de méthodologie dans la population étudiée. Le journal qui a publié l'étude parle d'une méthode, je cite, plus représentative au niveau national, avec des chiffres qui se basent sur les déclarations des parents. Cette augmentation est toutefois minime. Durant la décennie 2000, par exemple, le nombre d'Américains porteurs d'autisme avait doublé. Aujourd'hui, le taux de personnes autistes se serait stabilisé aux États-Unis avec un enfant sur 47 qui souffrirait en moyenne de TSA. Vous trouvez tous ces chiffres sur le site internet de Vivre FM. Un papier signé Brian Ferreira. Un mot de la sportive Marieke van Voort. Elle avait annoncé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 qu'elle ne souhaitait pas continuer à vivre si la maladie évolutive qui la cloue dans un fauteuil roulant continuait à évoluer. Après les Jeux paralympiques de 2016, elle avait finalement continué à s'entraîner, continué à vivre. À Noël, la sportive belge a indiqué au journal britannique The Telegraph qu'elle avait décidé de mettre fin à ses jours. Les souffrances sont trop importantes, explique cette championne d'athlétisme dans cette interview au journal britannique. Elle a donc décidé de mettre fin à ses jours par une injection létale, sans pour autant préciser la date. Il devait un jour prétendre à la couronne de France, mais il avait été écarté à cause de son handicap mental. Philippe d'Orléans est mort en fin d'année et ses obsèques ont été célébrées samedi. Une disparition qui met fin à une querelle de succession de plusieurs décennies. Reski Mamard. Chez les partisans d'une monarchie en France, il y a deux camps. D'un côté, les Bourbons, qui se revendiquent les héritiers d'Henri IV. De l'autre côté, la famille orléaniste, la branche rivale. Cette deuxième lignée avait pour dauphin François d'Orléans. Le prince devait devenir héritier car il était l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Mais voilà, il était porteur d'un lourd handicap intellectuel. Cela est lié à la toxoplasmose, une infection contractée par sa mère durant sa grossesse. Peut-on être handicapé et prétendre à la couronne ? Le grand-père et le père de François ont répondu différemment à la question. Le premier l'a écarté de la succession au profit d'un autre de ses petits-fils en 1981. Mais depuis, le père de François est devenu à son tour comte de Paris. Il a rétabli son fils aîné comme héritier. C'était en 2003. Cette décision a relancé les tensions à l'intérieur de la famille Orléans jusqu'à la nuit du 30 au 31 décembre où François s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 56 ans. Une disparition qui met fin à la querelle de succession puisque le communiqué familial annonce la mort du dauphin. Un titre purement honorifique, mais qui aura divisé la famille Orléans pendant presque 40 ans. Reski Mamard, vous retrouvez toutes ces informations bien sûr sur le www.vivrefm.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou à nous faire part de vos réactions. Merci de votre fidélité.